Pour moi, un président révolutionnaire, c'est un président qui va sortir des sentiers battus. C'est un président qui va casser le code, comme j'ai dit. C'est un président qui va créer la rupture entre les gouvernances de ses prédécesseurs, Amadou Ahidjo et Paul Biya. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette autre édition de L'écran. L'écran, c'est votre rendez-vous podcast de l'interview sur la plateforme Ozone. Vous la connaissez déjà, votre plateforme d'information sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, YouTube. Allez vous abonner massivement. Merci pour les nombreux followers qui nous suivent depuis quelques temps déjà. Ne manquez rien de l'essentiel. Continuez de suivre les informations sur Ozone et de suivre l'écran. Et pour cette autre sortie de votre émission, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir un autre jeune qui se démarque sur la scène politique et pas que, puisque c'est également un senior consultant en marketing et distribution. Il est également engagé en politique. C'est le secrétaire général adjoint chargé de la communication du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Pierre-Emmanuel Bignam est notre invité pour cette autre édition de l'écran. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de nous rendre visite à écran. Merci Albertine et merci à Ozone Média de m'avoir accordé l'opportunité de m'exprimer sur cette plateforme qui devient de plus en plus très suivie sur l'espace audiovisuel au Cameroun. Je vous encourage d'ailleurs pour cette initiative et à toute votre équipe. Donc, l'émission L'écran est une émission qui s'inscrit de plus en plus comme une expression qui est donnée aux acteurs politiques. Donc, je suis honoré, c'est moi qui suis honoré de faire partie de votre panel d'hommes politiques qui sont passés sur votre plateau. Merci. Merci à vous d'avoir accepté, Pierre-Emmanuel Bignam, d'être avec nous. Et justement, pour ceux qui suivent l'écran depuis quelque temps, on commence toujours par des présents. Mais ce jour-ci, c'est vous qui venez avec un présent parce que vous êtes là avec ce nouveau bébé, on va l'appeler ainsi, cet ouvrage que vous venez de mettre sur le marché du livre qui sera, il faut le dire, dont la dédicace est prévue pour le 10 avril. La Troisième République du Cameroun, c'est un essai politique que vous venez de mettre, je le disais, sur le marché du livre. Et la dédicace, je vais le rappeler, ce sera le 10 avril. Alors, hasard de calendrier, avant de rentrer dans le livre lui-même ou l'ouvrage, hasard de calendrier, ou alors vous avez fait exprès d'en parler ou de le sortir en cette année électorale, parce que justement, il s'agit d'une sorte de vision le nouveau Cameroun que vous attendez, que vous espérez. Bon, c'est pas un hasard, Albertine. Il faut dire aux Camerounais qui nous suivent que le livre intitulé La Troisième République du Cameroun, je commence à le rédiger en décembre 2022. Décembre 2022, bien évidemment, en tant qu'entrepreneur, que ce soit un entrepreneur économique et politique, je n'ai pas que ça à faire. Donc, j'ai commencé à rédiger ce livre en décembre 2022. Et puis, je marquais des temps d'arrêt selon que l'inspiration me vient à l'esprit, ainsi de suite, jusqu'à finir complètement l'ouvrage au mois d'octobre 2024. Et après cette période-là, nous sommes entrés dans la période de la recherche d'une maison d'édition. La plupart des maisons d'édition me demandaient un contrat d'exclusivité, ce que je ne voulais pas. Et c'est la raison pour laquelle l'annonce que j'avais faite que pour laquelle l'ouvrage devait être disponible à partir du mois de décembre, parce que sa parution était prévue pour décembre 2024. On n'avait pas pu honorer à cette date-là, tout simplement parce qu'on n'avait pas encore eu des accords avec une maison d'édition qui acceptait un contrat non exclusif. Finalement, par la grâce de Dieu, nous sommes entrés en contact avec la maison d'édition, les éditions de Midi, qui ont accepté de produire cet ouvrage avec un contrat non exclusif. Alors, les éditions de Midi, donc, qui vous permettent qui sont l'éditeur de cette première sortie, parce que ça pourra être une autre édition dans les prochains mois, peut-être prochaine année, quand on vous écoute. 342
342 ou 339. 240 pages. 240 pages exactement, la Troisième République du Cameroun. Alors c'est un ouvrage, un essai dans lequel vous revenez sur plusieurs sujets, le fonctionnement de l'État. Vous parlez vous-même d'un livre audacieux, une vision audacieuse du Cameroun. Pourquoi audacieuse? La Troisième République du Cameroun, déjà le titre est évocateur. C'est vrai que c'est un titre qui évoque beaucoup de choses à la fois. Oui, beaucoup justement. de choses à la fois. Et il y en a qui me prêtent des intentions d'avoir un projet politique. On dirait justement voilà. une vision politique d'un futur candidat. Voilà. Donc, tout ça, je peux dire... Ça rentre dedans. Non, ça ne rentre pas dedans. Ce que je veux dire ici, c'est que l'écriture est inspirée, toute écriture est inspirée de Dieu. OK? Que ce soit le titre de l'ouvrage, que ce soit le contenu de l'ouvrage, tout cela, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, c'est que j'appartiens à une formation politique. Et au sein de ma formation politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le débat est démocratique. Si un jour vous avez l'occasion d'assister à une réunion du directoire national, vous allez comprendre à quel point le MRC est ouvert au débat, au dialogue. Un débat parfois contradictoire. Donc, je ne suis pas le seul auteur au MRC. On a de nombreux amis politiques, des cadres, militants et sympathisants de MRC qui ont eu à écrire des livres. Donc, sauf que peut-être le mien, son titre était évocateur et ma personnalité aussi. Alors, la Troisième République du Cameroun, comme vous l'avez si bien évoqué, est une vision très audacieuse du Cameroun. Une vision très audacieuse, pourquoi? Parce que je suis parti du postulat pour lequel il fallait quelque chose qui casse les codes, quelque chose qui crée la rupture totale avec le système de gouvernance d'Amadio Ahidjo et de Paul Biya. Parce que dans cet ouvrage, il faut relever d'abord qu'on fait une analyse très approfondie de la situation sociopolitique et économique du Cameroun, de son accession à l'indépendance à ce jour. Et dans cette analyse-là, on ressort les spécificités qui ont marqué la gouvernance de chacun des deux présidents, celle d'Amadio Ahidjo et celle de Paul Biya. Et à partir de ce moment maintenant, on entame la deuxième partie d'ouvrage qui est consacrée à la constitution idéologique du Cameroun dans la Troisième République. La constitution idéologique, tout simplement parce que dans la deuxième partie de cet ouvrage, nous parlons des réformes institutionnelles, par exemple. Parlant des réformes institutionnelles, nous questionnons, puisqu'il s'agit d'un essai politique, nous questionnons les sujets les plus divers de la société camerounaise qui peuvent nous amener à construire une Troisième République plus riche, plus démocratique et plus inclusive. Parce que l'une des choses qu'il faut relever, c'est que dans les deux premières républiques, celle du président d'Amadou Ahidjo et du président Paul Biya, nous avons constaté que la gestion de l'État ou de la chose publique n'était pas inclusive, elle était exclusive. Et que les décisions étaient toujours prises du sommet vers la base. Alors que dans l'ouvrage de la Troisième République du Cameroun, je préconise, sinon que je plaide pour une gestion un peu plus participative de l'État et de la chose publique. Alors, lorsqu'on est du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et que l'on met sur le marché un livre intitulé La Troisième République du Cameroun, à qui s'adresse-t-il? Est-ce qu'il est ouvert à ceux qui ne sont pas du MRC, qui ne pensent pas comme vous? Est-ce qu'il ne s'agit pas de la vision seulement de votre parti? Comment est-ce que, à qui s'adresse concrètement cet ouvrage que vous venez de mettre sur le marché? Mon ouvrage s'adresse à tous les Camerounais en tant qu'auteur. Parce qu'il faut distinguer ma casquette politique et ma casquette d'auteur. Je suis tout d'abord un auteur qui a rendu public un ouvrage qui s'adresse à tous les citoyens camerounais, indépendamment de leur bord politique. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que votre casquette politique donne des appréhensions à ceux qui vont accueillir cet ouvrage en se disant peut-être que c'est juste la vision de votre mouvement politique? Non, je ne pense pas. Pour commencer, c'est pas la vision de mon parti politique. Ok, c'est vrai qu'il y a des similitudes, il y a des points de convergence avec la vision de mon parti politique, mais il s'agit là d'une réflexion personnelle que j'ai menée, d'une contribution que j'apporte
non seulement au sein de mon appareil politique, qui va ouvrir un débat contradictoire au sein du MRC, mais également un débat contradictoire au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Parce que l'ouvrage a pour objectif de contribuer également au débat démocratique et à l'animation du débat démocratique dans notre pays. C'est la raison pour laquelle je me suis penché sur cet ouvrage, qui m'a pris pratiquement 2 ans pour le finir, pour arriver à terme de sa construction. Donc, l'objectif ici, c'est d'impacter les générations futures, commençant par les générations contemporaines, par ma vision à moi, de la façon dont je pense que la Troisième République devrait fonctionner, sur tous les plans, sociopolitiques et économiques. C'est ce qu'il faut relever ici là. Et nous abordons des thématiques qui sortent vraiment de l'ordinaire. Je prends un cas simple. Il y a dans le chapitre 5 ce que j'ai appelé l'impérieuse nécessité de l'émergence d'un président révolutionnaire. Justement, j'allais arriver. C'est quoi un président révolutionnaire? Dans ce chapitre, ce que j'ai constaté... Cela m'a interpellé également. Oui, ce que j'ai constaté, c'est que la sortie des évêques du Cameroun récente fait allusion à ce chapitre. C'est pour ça qu'on dit généralement que les grands esprits se retrouvent. Ok, je ne dirais pas comme à l'église où on dit qu'il y a un adage à l'église qui dit que l'esprit des prophètes, c'est pas un adage, c'est la parole de Dieu. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je ne dirais pas ça, parce qu'on n'est pas ici dans le cadre de l'église. Mais je dirais tout simplement qu'il y a des coïncidences qui ne sont pas un fait de hasard. Moi, je crée un ouvrage dans lequel je consacre tout un chapitre sur le porteur robot du futur président de la République du Cameroun. Et parallèlement, l'Église catholique fait une sortie pour ce même porteur robot-là. Et vous voyez qu'il y a des points de convergence. Pour moi, un président révolutionnaire, c'est un président qui va sortir des sentiers battus. C'est un président qui va casser le code, comme j'ai dit. C'est un président qui va créer la rupture entre les gouvernances de ses prédécesseurs, Amadou Ahidjo et Paul Biya. Un président qui va créer une rupture non seulement systémique, même radicale, entre le système que nous vivons actuellement, néocolonial, et entre le système France-Afrique. Il va créer cette rupture-là. C'est un président qui va révolutionner la gouvernance au Cameroun. C'est un président qui va marquer les esprits, qui va contribuer au développement du Cameroun, mais sous une autre forme. Il ne va pas utiliser les schémas des anciens présidents. Par exemple, je prends le cas sur le plan diplomatique. C'est un président qui va se porter vers le renforcement de la coopération, non seulement sous-régionale, mais régionale. C'est un président... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le Cameroun, hier, était la figure de proue de l'Afrique centrale en matière de développement. Mais avec le temps qui est en train de passer et la malgouvernance dans laquelle nous sommes plongés, le Cameroun n'est plus la figure de proue aujourd'hui. Je prends des cas factuels. Notre SMIC est le plus bas en Afrique centrale. Ce que les gens ne savent pas. Notre SMIC de 41 500 francs CFA, 41 850 francs CFA, c'est le plus bas en Afrique centrale. Les pays voisins de la CEMAC, tels que par exemple le Gabon, même le Tchad, le SMIC du Tchad est plus élevé que celui du Cameroun, le Congo, Brazzaville, la Guinée équatoriale a le SMIC le plus élevé. Le SMIC est autour de 180 000 francs CFA. Et vous ne pouvez pas me dire qu'un pays comme le Cameroun, qui est riche, non seulement a une grande capacité de mobilisation en matière de ressources fiscales, et également un grand potentiel sur le plan des ressources énergétiques, se retrouve à un niveau où il a le SMIC le plus bas en Afrique centrale. Donc c'est un problème. Il nous faudra un président révolutionnaire qui va mettre sur pied une diplomatie plus proactive et plus dynamique que celle que nous connaissons aujourd'hui. Alors, la préface est du docteur Aristide Mouno, de cet ouvrage. Vous évoquez plusieurs réformes institutionnelles dans celui-ci. Vous parlez, entre autres, de refaire la structure étatique. Vous revenez, selon vous, sur des structures qui devraient disparaître, des institutions qui devraient disparaître. Vous parlez du Sénat, vous parlez de l'ENA, vous parlez du tribunal criminel spécial. En quoi, selon vous, ces structures-là sont une entrave à ce que vous avez appelé la démocratie participative? Ok, c'est une question très pertinente, Albertine. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que initialement, l'école normale d'administration
de magistrature, communément appelé l'ENAM, avait pour vocation de former les premiers cadres, voilà, oui. les premiers cadres de l'administration publique de notre pays. C'était sa vocation première. Et les premières générations, effectivement, avaient fait du boulot du temps du président Amadou Ahidjo. Et cependant, avec le temps, cette institution s'est retrouvée gangrénée par des scandales de corruption tant au niveau de ses recrutements que de son fonctionnement, sans compter les détournements de deniers publics. Et donc, ça fait que, et quand on regarde également la façon dont les étudiants sortis de cette école se comportent dans la vie publique, que ce soit les hauts fonctionnaires de l'administration territoriale ou sur l'administration judiciaire, ainsi de suite, même ceux qui sont à la douane et tout ça, on peut conclure aisément, au vu du résultat de leur travail, que l'ENAM n'atteint plus ses objectifs. Parce que l'objectif d'une école, c'est de former des personnes qui vont créer de l'impact et amener une évolution dans leur interaction. La corruption ne concerne pas que l'ENAM dans ce pays. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je dis l'ENAM aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui, on a au moins 60% de ministres qui sont en prison. Et ces ministres sont des personnes qui ont été formées à l'ENAM. Ils sont des produits de l'ENAM, ils ont été des anciens sous-préfets, des préfets, ils ont été des procureurs généraux, ainsi de suite. Ils ont occupé toutes ces fonctions. Ce sont les fruits de l'ENAM. Après, à cause de cela, le chef de l'État les a fait confiance, les a amenés à entrer dans son gouvernement. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils sont devenus des champions de détournement de deniers publics, des champions de corruption au plus haut niveau de l'État, au sommet de l'État. Donc, ça fait que il est facile pour n'importe quel Camerounais de pointer du doigt à l'ENAM. Et avec la volonté de mettre de côté tout ce qui concerne les institutions superflues, on ne pourra pas effectivement bâtir une troisième république qui soit plus inclusive et qui promeut une gouvernance qui va rapprocher les populations aux gouvernants, avec dans sa gibecière des écoles comme l'ENAM. C'est la raison pour laquelle je préconise la suppression de l'ENAM. Il n'y a pas seulement l'ENAM, il y a également le Sénat. J'estime qu'aujourd'hui, le Sénat camerounais est budgétivore depuis son instauration en 2013. Il ne nous sert pas à grand-chose. Rappelez-moi un seul instant où le Sénat camerounais a posé un acte qui a changé, qui a fait tache d'huile, ou bien qui a fait bouger les choses dans notre pays. Le Sénat ne fait rien. Il est devenu simplement une chambre d'enregistrement. Les sénateurs ont des salaires exorbitants, d'ailleurs plus élevés, pratiquement le double du salaire des députés, des parlementaires. Mais or, c'est les parlementaires normalement qui abattent un peu de boulot. C'est vrai que même le Parlement, sous le régime Paul Biya et le régime, sous le régime Paul Biya en particulier, le Parlement lui-même ne sert pas grand-chose. Mais j'estime que pour avoir gardé des institutions fortes et promouvoir des institutions fortes, on devra supprimer le Sénat. On supprime le Sénat, on revoit le fonctionnement ou on révise le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce que j'entends par cela? J'entends par cela le fait que on augmente le nombre de députés à l'Assemblée nationale tout en diminuant, en supprimant le Sénat. Et on se base sur des critères objectifs, tels que par exemple la densité de la population, le niveau de l'activité économique de chaque pays et le nombre d'habitants au kilomètre carré au sein de chaque circonscription administrative. Alors, pourquoi je le dis? J'ai pris un cas dans l'ouvrage, j'ai pris un cas simple. L'Ouest, par exemple, a une population pratiquement qui tourne autour de 1 650 000, 1 700 000 habitants. La région de l'Ouest. Et la région du Nord, Cameroun, a également le même niveau de population, 1 700 000, pratiquement. Mais, qu'est-ce qu'on constate? On constate une chose qui est une vraie aberration. L'Ouest a 25 postes de députés, pendant que le Nord a 12 postes de députés. Donc, voilà des choses qu'il faudra revoir dans la reconfiguration de l'Assemblée nationale de la Troisième République du Cameroun. Redistribuer le nombre de sièges, par exemple, des élus. Que le nombre de sièges soit redistribué en fonction des critères objectifs. De telle sorte que nous puissions avoir une représentation
un peu plus structurée de la population au sein de l'Assemblée nationale. Quant à ce qui concerne la démocratie indirecte, parce que ça, c'est le schéma de la démocratie indirecte. Mais dans l'ouvrage également, nous faisons la promotion de la démocratie directe. C'est-à-dire que une démocratie plus participative. Qu'est-ce qu'on entend par démocratie plus participative? C'est un mécanisme de gouvernance qui va permettre à ce que les citoyens soient capables de prendre d'intervenir dans la prise de décision de façon directe dans le circuit décisionnel de l'État. C'est pour cela que nous avons préconisé, par exemple, la création des conseils de citoyens. Mais ces conseils de citoyens ne pourront voir le jour que dans le cadre du fédéralisme que je préconise dans cet ouvrage. Alors, vous la voyez quand cette troisième république, Pierre Ebaya Bignam, pour vous? Le vœu, hein, peut-être que c'est un vœu. Le vœu, pour moi... Est-ce qu'elle est imminente du regard du politique que vous êtes et du très bon analyste politique que vous êtes également? Est-ce qu'elle est imminente, cette troisième république? Elle est indéniable. Elle est imminente. Je vous amène pas à lire dans une boule de cristal. Oui, oui. Elle est imminente. Pourquoi? Parce que l'évolution est une condition sine qua non pour chaque société. Que les Camerounais le veulent ou pas. Nous allons muter vers une autre république. Et bientôt, du point de vue de la gouvernance, je ne parle pas, parce qu'il faut relever, il faut dire que pour ceux qui nous suivent, la troisième république ici ne consiste pas à dire que le Cameroun est à sa troisième révision constitutionnelle. Nous parlons du point de vue de la gouvernance d'un chef d'État à la tête du Cameroun. Voilà, pas du point de vue constitutionnel, droit constitutionnel. Cette troisième république est imminente. Elle est inévitable au vu de la situation sociopolitique et économique de notre pays. Le Cameroun connaît des moments très difficiles de son histoire, avec la souffrance qui a atteint son paroxysme. D'un bout à l'autre, dans l'ensemble du territoire national, les Camerounais meurent de faim. Les Camerounais souffrent. N'oubliez pas que selon les rapports du programme mondial, du programme alimentaire mondial, il y a 10% de la population camerounaise qui est menacée d'une faim aiguë. C'est-à-dire que il y en a même qui meurent de faim dans cette tranche de personnes-là. Et si nous supposons que le Cameroun est aujourd'hui tourne autour de 30 millions d'habitants, parce que il faut aussi dire que le dernier recensement date de 2005. Mais selon les estimations, on serait déjà autour de 30 millions. Ça fait 20 ans. Voilà. Bien. Nous sommes déjà, selon les estimations, nous sommes déjà à près de 30 millions d'habitants de l'Institut national de la statistique. Donc, cela suppose que si 10% de la population est menacée par une faim aiguë, c'est 3 millions de Camerounais qui souffrent d'une grande famine, comme si nous étions dans les années où les gens mouraient de faim en Éthiopie. Il y a 3 millions de Camerounais qui sont dans la même situation. Aujourd'hui, Albertine, c'est ça qui est la vérité. Il y a plus de 50% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Et le chômage, n'en parlons pas. Donc, ce sont des indicateurs clairs. Les Camerounais souffrent. Les routes, nous n'avons pas. OK? L'eau, nous n'en avons pas. La lumière, nous n'en avons pas, avec les coupures intempestives des néos tout le temps. Donc, la situation sociopolitique et économique de notre pays urge à ce que nous nous précipitions vers une troisième république. Justement. Elle est imminente et elle est inévitable. Justement, dans une sortie que vous avez faite via également les réseaux sociaux il y a quelques semaines, 2 mois environ, que vous avez intitulé « L'heure est grave », vous avez indiqué que vous passez en dehors de votre contribution intellectuelle, je paraphrase, je vous paraphrase, intellectuelle, votre contribution politique, vos travaux même sur le terrain, vous avez indiqué que vous passez des heures également à prier, même vraiment littéralement prier pour le changement du Cameroun. C'est à ce point, vous vous inquiétez autant pour ce pays, au point de prier le Seigneur pour que les choses changent? Je prie déjà parce que pour moi, la prière est un commandement de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible dit prier sans cesse. Dieu dit prier sans cesse, c'est un commandement. Donc la prière est un style de vie pour moi. Par la suite, je prie parce qu'en tant que leader politique, je sens que je porte le poids de mon pays sur moi, sur mon dos. Et ce poids m'amène à prendre soin du temps de prier pour l'avenir de ce pays. Et il y a une révélation que je vais faire pour ceux qui nous suivent cet après-midi, c'est que lorsque vous priez, lorsque vous vous mettez à la brèche pour prier pour un peuple, pour une nation ou pour quelqu'un, Dieu
vous révèle les choses qui sont censées arriver à la vie de cette personne ou de cette nation. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses que je connais sur l'avenir du Cameroun, sur le plan spirituel, dont je me réserve de parler ici. Il y a des choses que Dieu me montre. Et peut-être Mais en tant qu'homme politique, je suis pas un homme d'église. Je les garde pour moi et je continue à combattre et à plaider le Seigneur que c'est le meilleur qui nous arrive. Peut-être que la Troisième République est une prémonition, qui sait. Mais de toute façon, restons sur ce volet. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure. J'ai fait exprès de poser la question parce que justement, je voulais qu'on revienne sur cette sortie de la conférence nationale, la conférence épiscopale nationale du Cameroun, dans cette lettre pastorale qui suscite beaucoup de réactions. Vous parlez tout à l'heure de cette sortie des évêques où ils ont dressé le portrait robot du prochain président camerounais. D'abord, sur cette autre sortie de l'Église qui fait les choux gras de la presse, mais également qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, que pensez-vous de ce que certains appellent l'intrusion de l'Église catholique dans les affaires politiques? Quel est votre avis sur cette autre sortie de l'Église catholique? L'Église est dans son rôle. L'Église est dans son rôle. Le rôle de l'Église, c'est de protéger la veuve, c'est de protéger l'orphelin, c'est de veiller sur les opprimés. Et c'est ce que l'Église catholique est en train de faire. Pourquoi je le dis? Quand l'Église catholique sonne l'alarme pour avertir, attirer l'attention de ceux qui nous gouvernent, de l'opinion publique nationale et internationale, de ce que il est mieux pour le Cameroun d'éviter une autre crise post-électorale. Une autre crise post-électorale parce que le Cameroun n'a que connu des crises post-électorales. Tout simplement parce que nous n'avons pas un système électoral qui soit fiable, qui soit libre, transparent. La raison pour laquelle les élections ont toujours été contestées dans notre pays. Il n'y a jamais eu un cas de figure où le président Paul Biya a été élu une seule fois et ses concurrents ou bien ses adversaires l'ont appelé pour le féliciter, comme sur d'autres démocraties. Tout simplement parce que notre système électoral est gangréné par la corruption, par la fraude massive. Donc, et l'Église aujourd'hui se tient à la brèche. Et son rôle ne se limite pas à prier. Mais en tant que citoyen aussi, puisqu'il faut dire que l'Église, c'est un citoyen. Comme on dit souvent, l'État, c'est vous, l'État, c'est nous. L'Église, c'est eux, ceux qui dirigent. L'Église, c'est nous. L'Église, c'est nous tous. Parce qu'au sein même de l'appareil gouvernant, il y a des ministres qui sont catholiques de confession. Le président Paul Biya lui-même est catholique de confession. Même si notre pays reste laïque. Non, notre pays reste laïque. Cela n'en demeure pas moins que ceux qui gouvernent, la plupart sont des catholiques et une grosse frange de la population camerounaise est catholique aussi. Ou bien chrétienne. Ok? Il n'y a pas que l'église catholique qui fasse partie de l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Il y a les catholiques, il y a les protestants. Il y a même les pentecôtistes. Moi, je suis un pentecôtiste. Okay? Je suis de la confession pentecôtiste. Donc, ça veut dire que l'église aujourd'hui est dans son rôle, et en particulier l'église catholique. Ils ont le courage de dénoncer, de faire la satire d'État qui mine notre société. Et c'est normal. C'est parce qu'ils aiment les Camerounais qu'ils le font. Ils ne veulent pas que le pays s'embrase. Comment vous pouvez comprendre que nous allons dans une compétition électorale comme celle qui arrive? Nous, ELECAM ne parvient pas à mettre à la disposition des Camerounais la liste nationale des électeurs. Selon l'article 80 du Code électoral. C'est une loi. C'est pas une invention. Donc, nous sommes, le peuple camerounais dans son droit de demander la liste nationale des électeurs. Et l'Église catholique est dans son droit de dresser le portrait robot du futur président du pays. Bien évidemment, l'Église catholique est dans son rôle. Cette Église catholique qui a adoubé l'arrivée au pouvoir du président Paul Biya. Ok? C'est l'Église catholique, il faut le rappeler aussi aux Camerounais. L'Église catholique a beaucoup plaidé en faveur de l'arrivée du président Paul Biya au pouvoir. Ça, il faut que vous le sachiez. Parce que l'Église catholique, à l'époque également, avait dressé un portrait robot. Après une gouvernance qui a été longtemps figée, qui a été longtemps, ça dit qu'une gouvernance avec la main de fer. Le président Amadou Ahidjo, l'Église catholique avait aussi plaidé auprès des partenaires historiques du Cameroun, tels que la France, pour que le Cameroun ait à sa tête, un chrétien, et si possible catholique de confession, avec un caractère comme celui de Paul Biya, parce que Paul Biya, au moment où il accède au pouvoir en 82, il était perçu comme
un dirigeant modéré qui écoute et qui est maîtrisé également. Donc, quelqu'un qui est proche du peuple. Parce que il n'était pas très distancé du peuple. Donc, c'est pour tous ces critères que l'Église catholique avait aussi plaidé en faveur de Paul Biya. Et par la grâce de Dieu, il est là. Pourquoi aujourd'hui, quand la même Église préconise un porteur robot, ou bien dresse un porteur robot sur ce qu'elle voudrait que le prochain président soit, ou le caractère que, ou bien comment je peux appeler ça? Les critères. Les critères que le prochain président devrait remplir pour permettre à ce que le Cameroun devienne un pays émergent. Ça devient un problème. Ça ne devrait pas être un problème. C'est un souhait. L'Église catholique préconise que le prochain président de la République devrait être quelqu'un qui écoute. Le président actuel n'écoute pas? Et qui est proche des populations. Est-ce que Paul Biya écoute? Le président Paul Biya n'écoute pas. Si ce n'est pas le cas, rien il n'écoute pas. J'ai pris si un cas. Si ce n'est pas le cas, c'est vous qui le dites. On prend le cas simple. Mais si ce n'est pas le cas, rien ne dit qu'il ne pourra pas écouter après, après cette sortie de l'Église catholique. On prend des cas palpables, des éléments factuels. Le plus récent, c'est la crise anglophone. Avant la crise anglophone, la décentralisation. Est-ce que le président Paul Biya écoute à partir de la décentralisation qui n'est pas effective depuis plus de 25 ans aujourd'hui? De 96 à 2025, nous sommes à 29 ans qu'une loi n'est pas appliquée dans notre pays. Vous ne pouvez pas dire que vous écoutez lorsque vous n'appliquez pas les lois. L'article 66 de la Constitution, pour signer un décret d'application de cet article, le président Paul Biya s'est assis dessus. Vous dites qu'il écoute les Camerounais pendant que le pays souffre des détournements des deniers publics par les ministres de son gouvernement, pendant que lui-même a rempli les prisons avec les ministres qui ont volé. Le peuple crie, le peuple pleure qu'il fasse appliquer l'article 66 de la Constitution, commençant par lui-même, le chef de l'État, pour la déclaration des biens, au début de leur mandat et à la fin de leur mandat. Mais il ne le fait pas. Ça veut dire qu'il n'écoute pas. Les ministres, la plupart de ces ministres sont des ministres à scandale. Est-ce que lorsque le peuple crie, il prend des mesures par rapport à ce que la situation soit améliorée ou bien des mesures disciplinaires pour ces ministres-là? Il ne le fait jamais. La crise anglophone. Vous venez d'évoquer un tas de ministres, anciens ministres qui se retrouvent dans les barreaux quand même. Vous-même. C'est pour ça que j'estime que, et je préconise également dans cet ouvrage qu'on doit fermer le TCS. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'écoute pas non plus. On doit fermer le TCS, Albertine. Tu sais pourquoi? Non. On doit fermer le TCS parce que, pour deux choses. La première chose, dans une configuration comme celle de notre pays du Cameroun, qui est un pays pauvre et qui connaît de nombreuses disparités, ça et là, dans diverses régions de notre pays, et qui sont marquées par des crises sociales, et ainsi de suite. On ne peut pas admettre une juridiction d'exception. Une juridiction d'exception voudrait dire que il y a certains citoyens qui sont au-dessus des autres. Et on ne peut pas être en même temps en train de promouvoir l'état de droit et permettre que certains citoyens se considèrent comme des super Camerounais. C'est le cas actuel avec ceux qui passent par le TCS. On a vu certains ministres se pavaner à la présidence de la République, je cite pas son nom, pour avoir remboursé un supposé corps de délit, dont on ne connaît même pas en réalité quel était le montant. Et ce pavane, il nargue les Camerounais. Donc ça sert à rien, cette juridiction-là. La deuxième chose, une des missions importantes de cette juridiction consistait à faire les recouvrements. Est-ce qu'elle fait les recouvrements? L'autre jour, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a fait une sortie pour dire que l'un des éléments les plus importants pour diminuer la corruption au Burkina Faso ne consiste pas à mettre les gens qui volent la fortune publique en prison, mais à recouvrer. À recouvrer. Il a parlé du recouvrement, même comme les sanctions devront être fortes, mais lui met beaucoup plus l'accent sur le recouvrement. Alors, est-ce que le TCS recouvre? Le TCS ne recouvre pas. Si vous arrêtez les gens parce qu'il faut les arrêter, à un moment donné même, ça devient des arrangements, des règlements de compte. Cette institution est devenue un instrument aux mains du pouvoir en place pour régler les comptes des uns et des autres. Donc, ce n'est plus l'objectif. C'est pour cela que je pense que dans le cadre de la promotion de la Troisième République du Cameroun, pour avoir une justice encore plus efficace, plus proche des populations, qui rassure les populations et qui renouvelle la confiance des citoyens en l'État, on devrait supprimer également le TCS.
On devrait supprimer le TCS. Parlons d'un autre volet de cette sortie que vous avez vous-même intitulée L'heure est grave. Vous avez, dans le cadre de cette sortie, invité un autre leader politique très en vue également, Cabral Libye, le président du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, à se rapprocher du leader de votre parti. Et dans cette sortie, vous estimez que des manœuvres étaient mises en marche pour écarter ces deux candidats de la prochaine élection présidentielle. Et vous appelez Cabral Libye à plus d'humilité, à se rapprocher de Maurice Kamto. Est-ce qu'aujourd'hui encore, au vu de l'évolution de la situation, on en parlera tout à l'heure, de tout ce qu'on observe sur la toile entre les militants du PCRN et les militants du MRC, est-ce qu'aujourd'hui encore cette invitation tient de votre part, hein? Est-ce que pour vous cette invitation tient? Est-ce qu'aujourd'hui encore vous gardez la même invitation? Vous faisiez ce sortie il y a 2 mois environ. Il est écrit quelque part dans la Bible que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous espérez encore cela? On a vu des situations dans certains pays où, à cause de l'intérêt supérieur de l'État et de l'avenir d'une nation, les gens font taire certaines divergences pour se mettre ensemble. Cette sortie avait défrayé la chronique et elle a fait couler beaucoup d'encre. Quand j'avais fait cette sortie dans les réseaux sociaux, les gens ont estimé que c'était trop demandé à l'honorable Cabral Libye de se rapprocher de son aîné, son grand frère, professeur Maurice Kamto. Il disait que c'est plutôt Maurice Kamto qui doit se rapprocher de Cabral Libye. Maurice Kamto n'a pas le problème de se rapprocher de Cabral Libye. D'ailleurs, il l'a fait. Il l'a fait en 2018. Il est encore prêt à le faire. Ah bon? Maurice Kamto n'a pas de problème de se rapprocher d'aucun leader de l'opposition ou candidat à l'élection présidentielle. Maurice Kamto n'a fait que cela. Il peut encore le faire aujourd'hui, encore et encore, parce que c'est un homme humble. Donc, l'humilité voudrait que, ça dit que normalement même, parce que les gens, quand ils ont commencé à critiquer ma sortie en disant que non, parce que Cabral a les élus à l'Assemblée nationale, nous, le MSC n'a pas d'élus, machin, cela suppose qu'il est supérieur à Maurice Kamto. Est-ce que c'est pas logique de penser ainsi? Non, c'est même celui qui est plus fort qui doit aller vers l'autre. Ok. C'est celui qui est plus fort qui doit aller vers l'autre. Donc, Maurice Kamto est toujours allé vers les autres. Il le fera encore et encore. Donc, si les gens voudraient que j'inverse, je vais dire que Maurice Kamto a même déjà pris les initiatives pour aller vers les autres. Alors qu'on parle, il est même en train d'aller vers les autres leaders de l'opposition. Comme il l'a fait en 2018. Nous n'avons pas de problème au MRC. Pour ce qui concerne ce genre de choses, ce sont les détails. Ce sont les détails. Mais ce qui nous désole quand même, c'est que il y a des personnes qui prennent des positions qui ne sont pas de nature à apaiser la situation. Par exemple? Non, les gens qui vous avez parlé, tu as parlé par exemple, je vais te tutoyer, Bien sûr, voilà, pas de souci. on est ici donc, les gens, tu as parlé tout à l'heure des militants et sympathisants du PCRN, d'autres partis politiques, même du RDPC, même du MRC. Du MRC d'ailleurs, aussi, même du MRC aussi. Donc, il y a des gens qui prennent des positions dont ils ne maîtrisent même pas parfois. Mais les leaders savent quelle est la boussole et quelle est la direction qu'ils doivent prendre. Ils connaissent le mouvement du vent. Donc, je pense que tout reste possible dans cet approchement entre Maurice Kamto et les autres leaders de l'opposition. Pas uniquement Cabral Libye, ok? Pas uniquement. En politique, on ne dit jamais. On ne dit jamais en politique. D'ailleurs, dans la vie, on ne dit jamais jusqu'à ce que la fin arrive. Ah, mais qu'est-ce qui est de votre point de vue, parce que on l'a dit tout à l'heure, vous êtes bien sûr secrétaire général adjoint à chargé de la communication, mais également des jeunes de ce parti. Qu'est-ce qui explique cette, on va dire, ces divergences parfois très profondes notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est surtout sur les réseaux sociaux entre les militants du MRC et du PCRN. Pour vous, est-ce que vous en parlez au sein de votre parti, de ces rixes parfois sur les réseaux sociaux, de ces échanges parfois très durs, et de tout ce qui se passe entre ces deux formations politiques qui n'aident pas? Je vais parler un peu terre à terre. Je vais prendre quelques exemples concrets pour que ceux qui nous suivent comprennent et soient situés dans la réalité. En fait, il n'y a pas que Maurice Kamto, Cabral Libye, je suis aussi autres qui sont victimes, même nous autres. Moi, je suis un leader politique aussi. J'ai été aussi souvent victime des insultes, objet de manipulation au sein de l'opinion publique.
par des militants de divers partis politiques de l'opposition, par certains faux profils même dans les réseaux sociaux fabriqués par le RDPC, et même par certains sympathisants du MRC. OK? Mais cela ne m'empêche pas d'avoir une grandeur d'esprit face à de telles situations. C'est-à-dire que, voici par exemple ma dédicace que j'ai organisée. À ma dédicace, j'ai invité des cadres et les dirigeants du PCRN. Le président Kabal Libi, son invitation va lui parvenir bientôt. Le président Joshua aussi aura son invitation. Je sais le nom, peut-être qu'il l'a déjà eu. Le président Sambaka de l'AFP a son invitation. Le président Anissa Ekane a son invitation. Et il y a des députés du RDPC qui ont été invités, des hauts cadres du RDPC qui ont été invités, les autorités administratives. La concertation pour l'intérêt supérieur de notre pays est primordiale. Elle est au-dessus de nous tous. On ne peut pas rester dans des positions figées où on m'a insulté, on a fait ceci. Ce sont des esprits faibles, Albertine, qui se laissent emporter par ce genre de choses. Vous pouvez m'insulter, Pierre-Marie Bignam. Il y en a qui disent même que les gens sont arrivés au deuil de ma maman. Il y en a qui ont dit que non, j'habite à la maison familiale, c'est pas le chez moi. Je suis là, c'est ma grande sœur qui a construit machin. D'autres disent même que c'est la maison que ma maman a laissée. Donc, des intrigues, ça et là. Il y en a qui disent souvent que je suis un infito, MRC. Oh, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur moi? Oh, il a fait ci, il a fait ça, machin. Fondamentalement, il n'y a pas de problème entre les militants du MRC et les militants du PCRN. Non, il n'y a pas de problème. Notre seul adversaire, c'est le RDPC. C'est-à-dire que les Camerounais doivent comprendre que cette année, en octobre 2025, l'objectif primordial qui est au-dessus de tous les objectifs, c'est tout sauf le RDPC et son candidat. Parler de l'opposition. Tout sauf le RDPC. Je parle au peuple camerounais qui va voter. Tout sauf le RDPC et son candidat. Quel que soit celui qui se présentera contre le RDPC et qui pourra avoir l'assentiment des Camerounais, nous nous mobiliserons derrière lui. Et je l'espère bien. Ce sera Maurice Kamto. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul qui remplit tous les critères. Objectif de cet opposant qui est capable d'aller renverser le régime actuel. On ne parlera pas de ça, mais comment est-ce qu'il fera votre président? C'est pas l'objet de cette rencontre. Député, et donc sa candidature, elle passera comment? Est-ce que vous en parlez et comment est-ce que vous êtes en train de mettre cette stratégie? Peut-être que vous n'avez pas vous n'avez pas nous révéler le secret ici, mais est-ce que vous êtes sûr quand même? Est-ce que vous êtes rassuré de ce que Maurice Kamto sera candidat à la prochaine élection présidentielle? Bon, Albertine, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la loi lui permet d'être candidat. Ah bon? Oui, la loi lui permet d'être candidat sous les trois formes. Comment ça? Sous la bannière de MRC, sous la bannière d'un autre parti politique de l'opposition et également sous la bannière d'une candidature indépendante. Sous la bannière du MRC sans élus? Nous avons les élus. Allez-y, expliquez-moi. Nous avons les élus. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, mais sachez que le MRC est prêt. D'accord. Le MRC est prêt à investir un candidat. Le débat sur le mandat impératif ou non impératif des députés, c'est une perte de temps. Mais le MRC est prêt à investir un candidat. La loi nous le permet. D'accord. Albertine. La deuxième possibilité, celle de l'île Maurice Kamto à travers un parti politique de l'opposition, elle est toujours ouverte. Elle est toujours ouverte. La troisième possibilité d'élire Maurice Kamto à travers une candidature indépendante est toujours ouverte. D'où vient-il que les champions du statu quo, les maîtres à lire sur les boules de cristal, parce qu'ils arrêtent souvent certaines choses dans des laboratoires, leur laboratoire, je qualifierais même de mystique à la limite, pour décider sur l'avenir du peuple camerounais et venir nous imposer cela. D'où vient-il qu'ils lisent dans leur boule de cristal que Maurice Kamto ne sera pas candidat? C'est faux. Kamto sera candidat, qu'il pleuve ou qu'il neige. Alors, Pierre-Emmanuel Bignam, nous arrivons dans les dernières minutes quasiment de cet échange. Ça va très vite. On aurait
aimé passer encore beaucoup de temps avec vous. Et puis, nous avons un passage un peu obligatoire avant de revenir pour conclure avec la Troisième République du Cameroun, Pierre-Emmanuel Bignam, paru aux éditions de Midi. On va d'abord passer par ce petit passage obligatoire. Ce sont les dernières questions. Alors, il nous en reste une tonne, vous imaginez bien. Et puisqu'on ne peut pas toutes les poser, on les rassemble souvent et on vous permet de choisir. Ça peut être des questions sur vos préférences, votre côté jardin, ou alors la relation que vous avez avec certains hommes politiques. Alors, vous avez fait le plaisir de faire le choix là, de façon aléatoire. Et puis, je vais les lire, les questions. Vous avez choisi justement de revenir sur vos préférences et quelques questions sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Alors, on va commencer par l'homme politique qui vous fascine. Est-ce qu'il y en a un? Au Cameroun? Au Cameroun ou ailleurs. Un homme politique qui vous fascine. Bon, au Cameroun, je dirais d'abord Oumi Obé. Pour moi, Oumi Obé est la figure d'homme politique panafricaniste qu'il faut qu'il nous fallait pour briser la glace ou sinon les chaînes qui nous liaient avec la France et l'Occident. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Pour moi, Oumi Obé, c'est la première figure d'homme politique qui a marqué ma vie et qui continue à marquer ma vie. De par sa lutte, de par son engagement, de par son intelligence, de par son sacrifice. Parce que c'est des personnes qui sont décédées sans rien laisser à la postérité. Je parle de rien laisser en matière sur le plan matériel. Ils n'ont même pas laissé de maison. J'ai l'habitude de dire aux gens que Oumi Obé a été opéré de la hernie en bourse dans la forêt de Boumiébel. Son épouse a accouché son dernier enfant, son dernier fils en bourse dans la forêt de Boumiébel. Vous imaginez de tels sacrifices. Pour moi, c'est une figure de proue en matière politique au Cameroun. Le deuxième personnage, pour moi, c'est Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto parce que c'est pas le même style que Oumi Obé et tout, qui vivait dans le maquis et tout ça. Mais c'est aussi un exemple de sacrifice. De sacrifice parce que il n'avait rien à perdre. Il était dans une très bonne position au sein de l'appareil gouvernant. Je dis bien, il était dans une très bonne position au sein de l'appareil gouvernant. Avoir le courage de démissionner comme ministre et de commencer la lutte au sein de l'opposition, sachant qu'il n'y a rien à gagner dans l'opposition. Parce que l'opposition au Cameroun, c'est la galère, hein. C'est la galère, les gens ne savent pas ça. Très bien. Moi, c'est moi qui mets mes moyens, le peu que Dieu me donne dans l'opposition, dans le MRC. Très bien. Je ne gagne rien de l'opposition. Je dis même pas un radis. C'est un sacrifice. Alors, et pour cela, je respecte la lutte de Maurice Kamto. Je respecte également sa résilience, son esprit combatif. Il n'abandonne pas. Il allait jusqu'en prison. Combien d'opposants sont capables de faire cela aujourd'hui? Donc, il ne recule devant rien. Alors, on demandait un homme politique, vous en avez donné deux. Un homme politique de l'Hexagone ou bien de l'étranger, Barack Obama. Très bien. Pour moi, c'est le parrain. Alors, une question un peu plus côté jardin. Votre artiste préféré, est-ce que vous en avez un? Non, je suis pas trop musique. Je suis pas trop musique, pour être honnête. Cinéma, oui. Oui. Acteur. Est-ce que vous avez un acteur préféré? Oui, j'ai un acteur préféré, Denzel Washington. Ok, on a le même. On partage quelque chose, nous avons le même. Alors, la citation qui vous inspire? La citation qui m'inspire. Ou qui vous vient à l'esprit lorsqu'on vous pose la question? Philosophique, sociale, politique. Je dirais quoi? N'importe laquelle. Bah, si elle ne vous vient pas, on peut passer. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Ok. Alors. Je pense donc je suis, c'est le fondement même de l'existentialisme. C'est le fondement de la philosophie politique et sociale. Le rêve que vous n'avez pas encore réalisé et que vous aimeriez réaliser avant de quitter ce monde, on l'espère dans très 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 longtemps. Le rêve que je n'ai pas encore réalisé. J'aimerais un jour gouverner le Cameroun après Maurice Kamto. Très bien. Être le 4e président de la République du Cameroun. Pour contribuer à mener mon pays à devenir une puissance économique et militaire en Afrique. Et une référence en matière de démocratie. Merci Pierre-Emmanuel Bignam d'être venu et puis on espère que vous reviendrez nous rendre visite à l'écran. Merci. Le plaisir est le mien de m'avoir donné cette plateforme qui m'a permis de partager
la vision de mon ouvrage au peuple camerounais et de donner un point de vue pertinent sur l'actualité politique de notre pays. Merci. C'est la fin de cette édition de l'écran. Merci à vous d'avoir été avec nous. Continuez de vous abonner sur nos différentes plateformes, sur Facebook, WhatsApp, YouTube et de continuer de soutenir ce projet. On espère que vous serez encore plus nombreux la prochaine fois. D'ici là, restez en compagnie de nos informations. Cliquez sur tous les liens que vous verrez sur notre page Facebook et ne manquez rien de l'essentiel. À la prochaine et merci à vous une fois encore.